Ah, c'est le petit son qui accompagne vos lundis. On est très heureux de vous retrouver pour le 3e épisode d'Eleven Insiders avec comme chaque lundi 2 thématiques. L'une concernera le football belge, on parlera de l'Union Saint-Gilloise ce soir. L'autre concernera le football international. Doit-on s'inquiéter pour la Juve, la vieille dame qui a du mal en ce début de saison? On en parle dans Eleven Insiders. Avec nos insiders, bien sûr, ici en studio, Marc Delirella. Salut Marc. Salut Jérémy. Tout va bien? Tout va très bien. Très heureux de vous avoir avec nous. À vos côtés, il y a sur le flanc droit Silvio Proto. Silvio. Salut Jérémy, ça va bien? Un bon petit week-end? Oui, calme, très bien. Un petit peu de course à pied, 18 km, c'est ça? Oui, un week-end classique. Maintient la forme pour venir ici le lundi. Et puis, sur le flanc gauche, dans ce studio, Guillaume François. Salut Guillaume. Salut à tous. Joueur de l'Union Saint-Gilloise. Bon, blessé, comment ça va d'ailleurs? Ça va mieux. J'espère vraiment être de retour cette semaine avec le groupe. Bon, on espère. Habitué du flanc droit d'habitude. Ça vous perturbe pas d'être du côté gauche? Un petit peu, mais je vais essayer de rentrer dans l'axe et armer ma frappe. Bon, justement, Guillaume, votre moment du week-end, on va débuter comme cela, bien sûr. Le moment du week-end, toute compétition confondue, tout championnat confondu. Je vais pas été très loin, je suis resté chez nous à l'Union. C'est bien. Je vais parler du bel échange entre les supporters de l'Antwerp et nos supporters à l'issue du match. Ils ont chanté chacun l'un pour l'autre et c'était gai à voir sur le terrain. Ça faisait plaisir aussi d'avoir ce virage derrière le but rempli avec des supporters. Ouais, par moments, il faisait un peu trop de bruit à mon goût, mais c'est vrai que ça rend le stade encore plus chaud. Marc, vous en avez bien profité aussi de cette ambiance? Mais c'était émouvant, franchement c'était émouvant parce que l'Union et les supporters, on les connaît, ils sont joyeux, ils sont gays, ils sont positifs. En revanche, du côté de l'Antwerp, la connotation est assez négative. Alors, ils avaient gagné certes, mais n'empêche, ils avaient préparé la banderole Welcome Toys Union. C'est quand même deux vieilles dames du football belge, là qui se rencontraient, qui se racontaient un petit peu leurs vieilles histoires, et c'était un match super. On en parle évidemment de l'Union dans quelques instants. Avant cela, le moment du week-end de Monsieur Silvio Proto. Silvio. Eh bien Jérémy, moi je voulais te parler de golf, parce que je suis amateur de golf avec la Ryder Cup, mais comme on est dans le football, ça sera la victoire de mon ex-équipe, la Lazio, contre l'AS Rome dans le derby de Rome, voilà. Elle vous a convaincu, cette Lazio-là? Pas totalement, non. J'ai quelques doutes en fait. Je trouvais que sous Inzaghi, on avait un beaucoup plus beau jeu. Que ici, voilà, c'est le début de Sarri, donc il doit encore mettre des choses en place. Et c'est pas la même chose. Tout n'est pas réglé comme l'était avec Inzaghi. Bon, on parlera de la Juve. Et je peux donner mon moment, moi aussi. J'allais y venir, Marc. Anticiper. Le d'accord. moment de Mardelli, mesdames et messieurs. Non, parce que je reste dans le football italien. Je sais pas si vous l'avez vu, mais très honnêtement, je regardais, un petit peu par hasard, je dois le dire, le match du Milan AC. Et au moment où le fils de Paolo Maldini marque, il y a la caméra qui est gros plan sur le papa, il donne le coup de tête, puis il se rend compte que c'est le gamin, et tu vois les larmes qui lui montent, la joie et tout. J'étais là comme un con chez moi, je dis, c'est beau. Mais c'est Déjà qu'il est beau, Maldini, tu vois, et tout ça était beau, c'était magnifique. 3 générations. Aussi, Trois, ouais, avec César, Daniel, Paolo et Daniel. Absolument. Ouais. Bon moment de football, victoire de l'AC Milan avec un Alexis Salomakers d'ailleurs qui a une nouvelle fois été décisif. 2e assist en 2 matchs pour lui. Bravo à Alexis. On entre dans la thématique du jour qui concerne le football belge, l'Union Saint-Gilloise. Et pour lancer le débat en douceur, en un mot, vous avez bien compris, en un mot, cette Union Antwerp, Guillaume. Frustrant. Frustrant, Silvio. Oh, c'est difficile en un mot parce que vraiment j'ai adoré ce match-là, donc c'était passionnant pour moi. Marc? Ouais, prévisible. Prévisible, quand tu rates autant, tu te fais avoir à chaque fois. Et on en parlera des dernières minutes de l'Union Saint-Gilloise qui encaisse beaucoup dans les 20 dernières minutes d'une rencontre. Nous, on se le refait justement ce match. Voici le résumé d'Union Antwerp. Oh, elle est courte, pas vu. Oh, elle est courte. Oh, heureusement. Oh là là, l'erreur. L'erreur de Verstraat. Et qui est là, évidemment? Undam. Ouais, ça passe. Et franchement, buté. Est-ce que c'est pas un tournant du match? Oh, elle est belle. Elle est belle. Magnifique. Elle est belle. L'égalisation par l'inévitable Frey. Ils sont à 4 contre 3. Il va jouer juste avec Benson, peut-être pour le 2. Oui. Le deuxième but de l'Antwerp. C'est terriblement cruel. Frustrant, c'était le mot de Guillaume François, blessé, on le rappelle, pour cette rencontre. Guillaume, ce match-là, quand on revoit les occasions, est-ce qu'on est trop dur en disant que l'Union devait le gagner? Non, malheureusement, c'est pas la première fois. Comme Marc l'a dit, on le sentait venir au final quand tu rates autant d'occasions. On a la chance d'ouvrir le score, on est devant à la mi-temps, et malgré tout, derrière, on recommence la deuxième avec un bon quart d'heure, plein d'occasions. Et comme Marc l'a dit, finalement, on le sent venir et finalement, on se fait punir. Marc, vous l'aviez dit, prévisible, mais Oui, mais 11 tirs cadrés à 5 pour l'Union. Est-ce que le problème, c'est la finition?
Évidemment que c'est la finition. Et le problème de l'Union hier, c'était le banc de l'Antwerp. L'Antwerp, candidat au titre. Donc, quand tu es candidat, tu as un gros banc. Ils ont un énorme banc, l'Antwerp. C'est ça qui fait la différence hier. Parce que l'Union n'a pas mal joué. C'est aussi Buté qui a très bien joué. Donc voilà. Même s'il y a des petites histoires où tu n'es pas d'accord avec Buté. Tiens. Non, moi je suis d'accord sur le fait qu'il a fait un tout gros match. Par contre, j'ai pas du tout aimé sa réaction sur la passe en retrait ratée de Verstraete. Ok, le gars il fait une erreur, mais quand tu es gardien de but, tu peux jamais lancer tes bras comme ça. Il l'engueule. Il l'engueule parce que non, mais je me remets dans 2-3 semaines, enfin je me projette dans 2-3 semaines, le jour où lui va faire une erreur. Tu sais, t'es gardien de but, t'as personne derrière. Si les défenseurs font la même chose avec toi, ton match il est plié, il est foutu. Hein. Donc même un bête ballon, tu penses que tu vas l'encaisser. Donc moi j'ai pas aimé sa réaction. Par contre, comme tu l'as dit, il a gagné des points pour son équipe. Ouais, c'est la sensibilité du gardien, mais bravo aussi à Jean Buté qui réalise. Il était déjà très bon les saisons précédentes, mais ici on sent que depuis la naissance de son petit Gaspard, voilà, parfois il y a un événement dans la vie qui vous fait prendre conscience de vos qualités et qui vous met sur un petit nuage. Il est sur un petit nuage, absolument. Guillaume, la finition, on en parlait, ça se travaille, vous travaillez, ça vous en parlez, Felice vous en parle. Mais je pense qu'il faut remettre un peu les choses dans le contexte. On vient de monter, il faut regarder les statistiques de nos attaquants. Ils ont tous les deux 7 et 8 buts, je pense. Oui. C'est quand même pas mal. Ok, hier on a raté de nouveau. C'est vrai que Dante Van Zer est le roi pour se créer beaucoup d'occasions et souvent en gâcher quelques-unes. Mais il faut rester positif. On se crée plein d'occasions. On joue à l'Antwerp à la maison. On est de nouveau meilleur que notre adversaire dans le jeu. Donc il n'y a pas de peur à avoir pour la suite. Mais on va écouter 2 réactions, si vous le voulez bien. On les a isolées. À la fois, Teddy Thomas et Felice Mazou. Vous allez entendre le contraste dans leurs propos. On avait comme ambition de gagner ce match. Après, je pense qu'on a fait quand même un bon match, on a tout donné. On perd sur deux pertes, on prend 2 buts sur 2 pertes de balles, puis qu'on paye cash à ce niveau-là. Donc on est là pour apprendre. Voilà, et donc aujourd'hui, je pense que c'est une défaite, mais on va apprendre. Aujourd'hui, après un quart d'heure en deuxième mi-temps, ça doit être 3-0. On a raté nos occasions et on a donné le match. On a donné le match à Anvers aujourd'hui. Bon, voilà, il y en a un qui est heureux, on sait, on va apprendre. Marc, l'autre, il est plus direct. Ça dépend, Jérémy, où tu mets le curseur. Où le mettons, justement alors les joueurs, je trouve que Thomas, il est humble. Il est vraiment humble dans ce qu'il dit, parce que c'est vrai que c'est 2 erreurs évitables. Et en même temps, voilà, ils sont là pour apprendre. Mais moi, je trouve que de ce qu'ils ont montré dans ce presque premier tiers du championnat, ils n'ont absolument rien usurpé. Tous les points qu'ils ont étaient mérités, et ils en méritaient beaucoup plus. La défaite contre Bruges, la défaite hier contre l'Antwerp. Donc voilà, quand on entend Felice, il a raison. Moi, je suis d'accord avec Felice. L'Union doit vouloir beaucoup plus que maintenant. Ne pas se satisfaire de faire plaisir aux supporters, de faire plaisir au football belge. Non, il faut voir, pourquoi pas les playoffs 1 ? Pourquoi pas ? J'ai croisé Anthony Morissière qui me disait « Je vais peut-être pas me faire des amis, mais l'ambition personnelle, c'est d'aller chercher la 4e place. » Bon, c'est ambitieux, mais avec le jeu proposé par l'Union aujourd'hui, Guillaume, l'Union peut être ambitieuse. On doit l'être, mais il ne faut pas oublier de où on vient. On est là pour prendre un maximum de points, se maintenir le plus vite possible. Il faut regarder le classement. Hein. On est bien, on est 5e, mais à 3 points derrière nous, c'est des clubs qui sont 12, 13e. Donc tu fais une mauvaise passe de 2-3 matchs, on ne parlera plus de l'Union comme ça. Donc on est conscient qu'on joue bien, mais on est conscient aussi qu'il faut vite trouver ces petits détails pour les corriger et prendre un maximum de points, parce que c'est très beau d'entendre qu'on joue bien, qu'on ne mérite jamais nos défaites. Et comme l'a dit Teddy aussi, parce qu'on se focalise sur les actions manquées, les phases offensives, mais on a pris 2 buts hier. Si on n'en prend pas, on gagne 1-0. Donc il faut travailler un peu partout. On a encore beaucoup de choses à apprendre, mais le potentiel et le contenu qu'on met dans nos matchs, je pense, est très positif. 16 points pour l'Union. C'est le meilleur départ depuis la saison 59-60, où vous en aviez, vous n'étiez pas là, Guillaume, mais 19 sur 27 à l'époque. Silvio, vous vouliez réagir par rapport à Oui, parce que je suis d'accord avec Guillaume et avec Felice. Moi, ce qui m'embêtait, c'est la façon qu'ils ont pris les buts, en fait. Le premier but, je suis désolé, c'est vraiment une erreur de débutant, entre guillemets, parce que Burgess sort de position, je ne sais pas si tu as revu les images, il intercepte bien sur Radja, il se retrouve extérieur droit, tu mènes 1-0 la 70e minute, tu peux jamais sortir de position comme ça, parce qu'après, il y a le centre qui est facile, ok, mais les 2 défenseurs centraux, ils sont 1 contre 1. Si là, il est à sa place, je suis sûr que Frey, il saute pas si facilement et tu mets pas un but comme ça. Et le deuxième but,
clairement aussi un manque de métier. Il doit le prendre. Nielsen doit le prendre. Parce qu'après, c'est 5 contre 3 pour l'Antwerp. C'est sur la ligne médiane. Hein. Oui, mais c'est 5 contre 3. Ouais. Tu te retrouves à 5 contre 3. Mais là, tu vois le côté négatif. Ouais. Moi, je vois le côté positif, c'est qu'ils ont joué contre pratiquement tous les cadors. Il Oui. n'y a aucune équipe Claire. qui est parvenue à comprendre le problème de l'Union. Ouais. L'Union a posé des problèmes à tout le monde, Mhm. en jouant bien, en jouant parfois même dangereusement, en ressortant de l'arrière. Moi, j'ai vu des équipes qui étaient montées, qui dégageaient devant, allez, le deuxième ballon, boum, gaillole. Là, il y a des moments où je dis, wouh, 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 wouh. Et on va justement en reparler, tiens, puisqu'on vous a préparé un petit récap des meilleurs moments de l'Union depuis le début de la saison, et justement face au Cador. Bagueur pour Lazare, c'est pas mal. Frappé. Il va frapper, c'est but Lazare, Amani pour le 1-3. L'Union Saint-Gilloise s'impose dans le derby bruxellois. Oh oui, c'est pas vrai. Quoique la voilà, tiens, la frappe de Sobol. Et donc ce retour à domicile après 48 ans se solde par une défaite. Oh là là, l'erreur de Franz qui va se payer cash derrière avec Denis Sundav qui signe un nouveau doublé. Prestation collective 5 étoiles des hommes de Felice Mazzu. Ouh, la poussade, Banzer qui traîne encore là et qui s'offre un triplé. Quelle soirée, une de plus pour l'Union, qui a marché sur le standard ce soir. 1-0 toujours en faveur de Genk. Le ballon au premier poteau, la déviation, elle va au fond. C'est Undav qui a dévié ce ballon au premier. Allez, c'est fini, un partout. C'est un très bon point. Ouais. Et fondamentalement, dans ce qu'on a vu, c'est pas illogique de voir que les deux équipes se quittent 2-2. 5 victoires, un partage, 3 défaites, 16 points sur 27. Voilà le bilan de l'Union. Messieurs, comment expliquer ce bon début de saison? Parce que malgré la défaite d'hier, c'est un bon début de saison. Silvio, comment expliquer le bon début de saison? Mais ils sont sur la vague de la saison passée où voilà, ils gagnaient beaucoup de matchs. Donc quand tu montes, si tu continues à gagner, tu n'as pas le temps de stresser ou de réfléchir. Donc tu es encore dans le mood. Et aussi, quand tu vois l'implication des joueurs sur le terrain, moi je suis désolé, mais si le PSG avait ses avants qui défendaient comme Undav et Van Zer défendent, ils auraient la meilleure équipe au monde. Parce que tu vois, ils rentrent dedans, ils font mal aux défenseurs, ils reviennent chercher des ballons en défense. C'est beau à voir. Et franchement, c'est 100% mérité ce qui leur arrive. Ils n'ont pas volé de match jusqu'à présent. Hein. Tous les bons résultats qu'ils ont eus, tu ne peux pas dire qu'il y en a un qui ont dit ouais, là on a volé le match à la 90e minute, même si à Genk, comme on l'a dit, ils ont aussi eu des occasions pour revenir au score avant. Hein. Moi, je me souviens qu'ils ont galvaudé 2 grosses occasions. Contre Bruges aussi. Hein. Ouais, et contre Bruges aussi, voilà. Bon, Guillaume, est-ce que la stabilité entre la saison dernière et cette saison-ci est l'un des facteurs qui explique le succès de l'Union en ce début de saison? Clairement, je pense. On est bien, c'est vrai, parler de cette euphorie de la montée. On en a un peu marre maintenant à l'Union d'entendre parler de ça parce qu'on a envie d'aller plus loin. Et quand tu regardes la philosophie de jeu qu'on a mis en place dès l'année passée avec l'arrivée de Felice Mazzu en D1B, ben on voit qu'on n'a rien changé. Il y a toujours l'ossature qui est la même. On a apporté des bons joueurs en plus pour apporter de la concurrence. Et match après match, on joue notre jeu, on s'adapte très peu à l'adversaire et on crée des belles choses. Donc, j'ai vraiment envie qu'on continue de parler du contenu qu'on met dans chaque match parce que chaque match, on le commence pour jouer au foot et on montre des belles choses. Mais vous aviez survolé la division 1B la saison dernière. Est-ce que l'Union était trop forte pour la D1B? C'est aussi l'une des questions qu'on se pose cette année, du coup. De l'extérieur, survoler, je comprends, mais on a quand même eu du mal au début. On a dû quand même resserrer pas mal de boulons après 4-5 matchs et on a dû enchaîner les victoires. Il y a des matchs qui sont compliqués. C'était pas aussi beau d'aller gagner à Dens que d'aller gagner à Anderlecht, mais c'est aussi compliqué par moments. Oui, vous avez terminé avec 18 points d'avance sur Serein, plus de 20 points aussi sur la troisième équipe. Elle m'échappe, vous l'aviez en tête? Moi aussi, le RWDM? Non, je ne sais pas. C'était pas le RWDM, il y avait Westerlo qui était à la troisième position. Marc, la qualité de ce noyau-là du côté de l'Union aujourd'hui, jusqu'où peuvent-ils aller tout simplement? Est-ce qu'il y a un moment donné où cette euphorie-là va s'arrêter? Je pense pas. Très honnêtement, je ne pense pas. Et surtout, je ne l'espère pas. Parce que c'est un bol d'air magnifique. Et je suis d'accord avec Guillaume. On parle de la vague, mais la vague, il ne faut pas en faire une trop grande, quoi. Là, maintenant, il y a vraiment un contenu, il y a une solidarité, il y a une bande de potes, il y a un coach. Il y a un coach qui est là. Tout le monde se bat pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de clan dans cette équipe-là. Ou s'il y en a, ils sont bien cachés. Et alors que tu joues contre Deinz ou contre Bruges, tu rentres sur le terrain avec la même mentalité, la même volonté de bien faire, et tu y arrives. Pourquoi ça s'arrêterait? Quelles sont les limites? Alors, je vous pose la question à tous les trois. Quelles pourraient être les limites de l'Union Saint-Gilloise? Silvio. En fait, il va avoir un moment clé. C'est un certain moment, il faudra voir que certains joueurs ne se voient pas trop beaux.
Parce qu'il va arriver un moment où tu voyais tout va bien, on parle beaucoup de certains joueurs. Au mercato, tu veux dire, mercato d'hiver, par exemple. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est quand les managers vont dire voilà, tu peux aller gagner ça là-bas, on va aller rediscuter avec la direction, on va avoir un meilleur contrat. Ça peut jouer dans un groupe. Mais tant qu'ils ont la même mentalité qu'ils ont pour l'instant, moi je vois pas de souci. Et Felice qui est un entraîneur qui a de la qualité et qui a de l'expérience aussi en D1, donc je pense pas qu'il doit avoir de problème. Vous êtes un insider. Il n'y a pas plus insider que vous, Guillaume, très honnêtement. Mais il y a beaucoup de vrai dans ce que Silvio dit. Un groupe comme on a qui marche très très bien, qui est très très beau de l'extérieur, c'est le cas aussi à l'intérieur. Mais c'est vrai que dans le foot, tu peux être très vite déstabilisé par beaucoup de petites choses. Et c'est là qu'on a vraiment un staff très fort avec Felice Mazou qui fait très attention à tous ces petits détails pour vraiment garder cette cohésion de groupe. Et forcément, en janvier, ça va arriver très vite. Il y aura de la demande. Quand on voit le début de saison de pas mal de joueurs chez nous, il y aura de la demande. C'est pas possible autrement. Mais on a aussi un club qui est bien structuré, qui je pense, est bon, n'a pas besoin de vendre pour vendre. Et je l'espère, si on continue dans cette lancée-là, on pourra peut-être avoir plus d'ambition, mais espérer garder au moins nos meilleurs joueurs encore cette année. Faut pas te blesser non plus, hein, Guillaume. Faut pas trop te blesser. Bon, toi, ça va, ça passe, mais il en faudrait quand même pas 3-4 au même moment dans les secteurs de jeu. Personne n'est indispensable, mais il y en a qui sont plus difficilement remplaçables. Hein. C'est vrai, quand on voit que l'Antwerp, quand ils font leurs 3 changements en deuxième mi-temps hier, on voit que ça insuffle quelque chose. Nous, on l'a pas fait parce qu'on était en place, qu'on gagnait 1-0. Mais on a quand même un bon groupe avec pas mal de belles choses sur le banc. On a le petit Sorinola qui est rentré la semaine dernière, qui a marqué. On a Mitoma qui est prêté de Brighton, qui est un joueur qui a été acheté pour jouer en Première Ligue. Ouais. Et vous pouvez le voir à l'entraînement où à chaque fois qu'il dribble un homme, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a Venati qui est pour l'instant dans l'ombre des deux autres attaquants, mais c'est aussi une pointure. Qui ont une complémentarité assez exceptionnelle, hein, Unda Van Zer. J'aimais beaucoup ce que Silvio a dit par rapport au PSG. D'ailleurs, s'ils l'entendent, à mon avis, ça va encore gonfler un peu leur coup. Ils vont l'entendre, hein, ouais. Mais c'est vrai que notre philosophie de jeu, elle se base aussi sur le travail des offensifs. Quand on voit les kilomètres parcourus par Dante Van Zer ou Denis Undav, c'est une des bases de notre philosophie de jeu. Il y a 2 autres choses que je voudrais ajouter, si tu veux bien. C'est que, faut pas oublier, on parle de l'union, la petite union, les propriétaires, ils n'ont pas de problème de fin de mois. Hein. Ils sont pas obligés de vendre, hein, comme tu dis. Et 2, c'est Mazou. Mazou, qui a été viré comme un malpropre, alors qu'il pensait, tu vois, pouvoir faire quelque chose en Ligue des Champions à Genk, où ça s'est super mal passé, on va pas revenir sur les raisons. Tout le monde a un peu tort et tout le monde a un petit peu raison. Mais là, il est revanchard, et il va pas les lâcher. Il va pas les lâcher, ces mecs-là. Donc, tu peux lui faire comprendre que s'il peut niquer, mais tout le monde, ou tous ceux qui lui ont mis des couteaux dans le dos ou craché dessus, il va pas se gêner. C'est un projet parfait pour Felice. La tactique, justement, de Felice Mazou, messieurs. Bon, évidemment, comme point de comparaison, on a un petit peu le Charleroi de Felice Mazou. Vous l'avez bien connu, puisque vous y étiez aussi entre 2013 et 2016. Sa tactique, il y a une prise de risque. Il joue offensif, Marc, Felice Mazou. Il a toujours été catalogué comme un défenseur défensif, organisé, qui tablait un petit peu sur les reconversions. Là, il faut bien reconnaître que c'est vrai qu'ils ont survolé la D1B hier, mais là, il a mis en place un schéma qui lui... Enfin, on ne l'aurait pas assimilé à ce schéma-là. Là, il est dedans. Et 1-0 hier, excuse-moi, mais on n'a peut-être pas assez parlé de cela, il fait encore des changements offensifs. Tu vois, il veut continuer, il bloque pas. Donc, c'est bien, il y a une arme à double tranchant, mais je trouve qu'on a maintenant un Mazou avec une vision plus offensive qu'avant. Guillaume, il a évolué, Felice Mazou, depuis son époque au Sporting de Charleroi? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. On a souvent dit que c'était un entraîneur défensif, mais pour moi, c'est d'abord un entraîneur qui se base sur une bonne organisation et qui lâche les vannes dès qu'il peut, mais qui aime garder une grosse organisation. Dans ce 3-5-2, je pense qu'on a trouvé un très bel équilibre et on a les joueurs pour le jouer. Silvio, par rapport à la tactique de Felice Mazou. Moi, j'aime bien parce que tu vois directement que c'est une équipe que, quand ils perdent le ballon, ils vont directement rechercher. C'est pas une équipe qui recule et qui... Non, on va laisser l'équipe arriver. Non, ils vont represser tous ensemble. Bon, ça leur a coûté aussi un but peut-être hier. Mais bon, ça c'est... Comme je l'ai dit, hein, c'est peut-être un peu un manque d'expérience. Mais aussi, quand ils récupèrent le ballon, Thomas, hier, 2-3 fois, ils relancent directement en profondeur et ça donne une attaque. Donc, moi, c'est un jeu que j'aime bien voir. C'est pas trop calculé, mais comme tu dis, tu vois qu'il y a une bonne organisation. Et après, voilà, on lâche. Mais vous lâchez beaucoup, là, pour l'instant. Non, vous avez énormément d'occasions. Je pense que vous devez être une des équipes du championnat belge qui se procure le plus d'occasions. Donc, allez, ouais. Ils n'ont pas forcément la possession de balle, mais moi, je maintiens quand même que par rapport à Charleroi, j'ai jamais vu à l'époque, Carolo, des sorties de défense
comme j'en ai vu faire à l'Union. J'ai jamais vu des prises de risque derrière, comme on a vu aujourd'hui. Alors peut-être qu'il a des meilleurs joueurs, entre guillemets, désolé pour les anciens Carolo, mais il a quand même évolué, je trouve. On est quand même passé dans un 3-5-2 qu'on a très peu pratiqué à Charleroi. Et le 3-5-2, c'est moderne, c'est à la mode. Mais quand il a les joueurs pour le faire, ok, tu as les 3 défenseurs centraux qui sont là pour l'ossature. Et il y en a 3 au lieu de 2 dans un 4. Mais ça veut dire que les 2 backs peuvent monter ensemble. Et quand tu es assis bien avec le ballon au pied et que tu as le ballon dans ton équipe, bah, ça t'aide forcément à sortir des 2 côtés en même temps. Et ça t'offre chaque fois la possibilité de faire des gauche-droite, droite-gauche. Et ça ouvre beaucoup de situations offensives. Il n'y avait pas les joueurs pour à Charleroi. On avait Kemengawa, on avait quand même aussi Mata qui était là. Ouais, c'est vrai. Et vous ? Oui, mais enfin, dans mes souvenirs, on a très très peu pratiqué le 3-5-2. On est beaucoup resté à 4 derrière. Ouais. C'était beaucoup moins à la mode aussi. Et les expected goals, t'en avais quand même pas beaucoup à Charleroi. Très peu. Oui. En fin de match, dans le Felice Time. Ouais. Après, tu dis la mode, à cette époque-là, Van Azebroek, avec son 3-5-2, il a gagné un titre. Ouais. Donc, Mais il y en avait très peu qui le pratiquaient, je pense, à l'époque. Mais par Mais contre, lui, il très bien. il le Ouais. maîtrisait super bien. Moi, je me souviens, avec Anderlecht, on allait jouer là-bas, des fois, on se disait, wow, c'est quoi, il y a des joueurs partout ici. Mais c'est vrai que quand tu le maîtrises bien, par contre, si tu en as un qui lâche dans ce système-là, t'es mort. Et on n'a pas un coach qui est pro 3-5-2, il en a un coach qui s'adapte à son groupe et qui a trouvé le système le mieux équilibré avec les joueurs avec lesquels il dispose. Ici, il n'y a pas de raison de changer ce système-là dans le chef de Felice Mazou pour l'instant. Je ne On verra pense bien pas, ce non. que ça donnera. Non, Marc en parlait, il y aura peut-être des absences à un moment donné. Et ce qu'il est parvenu à faire, Felice a trouvé toutes les personnes aux bons endroits, pris ce qu'il n'a pas encore réussi à le faire. Parce que l'Antwerp, pour l'instant, il gagne, mais il joue mal. Donc voilà, il faut voir un petit peu ce que ça va donner. Felice Mazou. Vas-y. Vous parlez du banc de l'Antwerp, c'est très bien d'avoir 20 titulaires potentiels dans une squad list, mais à un moment donné, c'est dur à gérer aussi. Oui. On en a peut-être un peu moins, mais c'est ce qui fait aussi la cohésion de groupe. Je pense que ça a son importance. C'est pour ça qu'il ne faut pas blesser. Ouais, mais on n'est pas en Coupe d'Europe non plus, on n'a qu'un match par semaine. Exact. Pas encore. Pas encore. Il paraît que vous allez suivre attentivement les soirées de mardi et de mercredi pour préparer la saison suivante. C'est une très bonne idée. Anthony Maurice a déclaré la 4e position à la fin de la saison. On verra donc, ça voudrait dire Champions Il Playoff. avait sorti les mots de la bouche, je l'ai vu hier, et il va se faire taper sur les doigts au club demain. Je n'y suis absolument pas pour quelque chose là-dedans. Guillaume, au-delà de la tactique de Felice Mazou, son évolution en tant qu'homme, est-ce que c'est un homme qui a évolué notamment de par son discours et de par sa manière peut-être de préparer les rencontres ? On m'a souvent posé la question quand je l'ai retrouvé à l'Union, parce qu'entre-temps, il y a eu son expérience à Genk. Eh bien, absolument pas. C'est resté le même. Et un Felice Mazou qui aurait changé, ça voulait dire qu'il serait devenu un homme différent. Et évoluer, c'est peut-être un terme plus positif. Oui, on peut parler d'évolution, mais son côté affectif, son côté gestion de groupe est resté le même, toujours aussi bon. Et il a certainement évolué parce qu'il a affaire à des joueurs qui ont des mentalités différentes. C'est une génération nouvelle. Silvio le sait très bien, c'est plus la même chose qu'il y a 10 ans, 20 ans. Ouais. Et il a certainement évolué à ce niveau-là. Mais pour ma part, de ce que je l'ai connu, c'est resté le même. Guillaume, dans quelle mesure est-ce que la présence de Karel Gerhardt n'est pas quelque chose de fondamental dans le renouveau de Mazou ? Je pense qu'il a son importance. Et donc, moi, je l'ai connu en tant que joueur à Charleroi. C'était déjà, entre guillemets, le petit flamand qu'on mettait à Charleroi pour justement avoir un peu une ouverture sur la Belgique. Et ça a marché super bien, parce que Karel, c'est un mec en or. Je l'ai connu en tant que joueur, maintenant entraîneur. Mais c'est un bon gars, beaucoup d'expérience, une bonne mentalité. Et au niveau humain, ça est passé très bien avec Mazou. Et il a vraiment ce rôle de T2, en plus du fait que Mazou parle beaucoup à ses joueurs, mais lui le fait aussi à côté, et c'est un très bon duo. Mais au-delà de ça, c'est un bon staff en général. Quand tu les entends rigoler tous les matins dans leur bureau, je peux te dire que tu te dis qu'il y a une bonne ambiance. Tu vois que c'est important, on parlait des T2 dans le premier podcast avec Vincent. C'est super important. Il cherche toujours, oui. Mais le rôle du T2, comme il l'a dit, tu dois être proche des joueurs, proche de ton entraîneur. C'est vraiment un rôle difficile. Ils parlent souvent ensemble aussi, je trouve, pendant le match. Hier, on l'a vu 2-3 fois. Oui, une fois que ça allait, je pense que c'est juste après le premier but que voilà. Exactement. Et c'est bien parce qu'il y a certains entraîneurs, le T2, il est juste là pour être sur le banc. Ils ont leurs idées. Et là, je pense qu'ils partagent la même vision du football. Et c'est bien à voir. Messieurs, qui joue mieux à l'heure actuelle que l'Union en division 1A? Marc, qui réfléchit un petit peu. Silvio? Par moment, je veux dire Bruges par moment, mais sur l'entièreté des matchs, l'Union a pratiqué le plus beau football de ce début de saison. Guillaume, d'accord? Tout à fait d'accord avec Silvio. Si je peux peut-être sortir une équipe, moi je vais plutôt aller du côté de Genk, où par moment il sort des phases de jeu magnifiques également. Comme face à l'Antwerp pendant 25 minutes avant de totalement s'écrouler. Marc? Genk
Eupen, Bruges, mais autant de plaisir depuis le début du championnat, l'Union. Je tiens d'ailleurs à m'excuser auprès de beaucoup de supporters, parce que je ne peux pas, chaque fois après les matchs, aller dans tous les bistrots, ou sinon je ne rentrerai jamais chez moi. Donc le plaisir, il est là aussi. Mais Tradition, il faut la suivre. Oui, mais l'excès nuit en tout, hein, même dans les bons moments, malheureusement. Dans quelques semaines, il y aura un certain Union Eupen ou Eupen Union, je ne sais pas dans quel sens, qui eût cru qu'à un moment donné, on allait s'extasier sur une telle affiche. C'est le cas. Est-ce que c'est pas un petit peu inquiétant de se dire, mais finalement, c'est une équipe qui vient de Division 1B qui propose pratiquement, si pas le meilleur jeu depuis le début de la saison? Ça dépend si tu es bien dans ta tête ou si tu es en burn-out, quoi. Moi, je suis bien. Voilà. Alors, moi, je trouve que c'est rafraîchissant. Eupen, c'est pas mal. Attention, ce sont deux équipes qui ont quasiment gardé la même effectif. Ouais. En changeant d'entraîneur, certes, mais quand même. Moi, je trouve qu'il faut relativiser énormément le classement parce qu'on est même pas, on est à 10 journées, je pense, et il n'y a personne qui a passé les 20 points. Ça veut dire que tout le monde perd énormément de points. On regarde le classement, on perd 3 matchs, on est de nouveau dans le fond. Donc oui, Eupen et l'Union jouent très très bien, et dans 3 semaines, ce sera peut-être le 8e contre le 10e ou le 3e contre le 2e, mais ce sera d'office un beau match de foot, et le classement, on va encore le laisser de côté un peu de temps, de notre côté en tout cas. 9 journées donc, en effet, dans cette compétition. L'heure de la conclusion déjà, messieurs. La question, attention. À quelle position va terminer l'Union, à la fin de la saison? Guillaume, est-ce que vous rejoignez Anthony Maurice, ou est-ce que vous allez être plus prudent, ou simplement nous dire vraiment le fond de votre pensée, ce qui est très bien aussi? Il va falloir faire un peu de maths, mais je vais vous dire 16e tant qu'on n'est pas sauvé mathématiquement. Et après, vous me reposez la question et je vous dirai 8 parce que ce sera la première place intéressante. Ouais, ça, c'est la déclaration du club. C'est ce que le club vous a dit en début de saison. On assure le maintien. Mais là, est-ce que la position du club a changé? Non, absolument pas. On vient de parler du classement. On rate nos 3 prochains matchs. On est dans le fond. On va pas commencer à se laisser pousser des ailes pour rien. Ça fait très communication contrôlée. Ouais. On a envie de dire on a joué plein de bonnes équipes. Pourquoi est-ce qu'on ne viserait pas un top 8? Mais si je vous le dis maintenant et qu'on rate nos 3 prochains matchs, vous allez me tirer dessus. Alors. Absolument pas. On n'est pas comme ça dans les Insiders. On enregistre. Mais c'est vrai qu'il y a une petite dizaine d'équipes qui se tiennent en 2 points. Ouais. Moi, je les vois terminer... Quand les choses sérieuses vont commencer, Bruges, Genk, l'Antwerp vont être dedans, donc il ne reste plus qu'une place. Elle va être chère, celle-là. Et moi, je les mettrais 7e. 7e, top 8. Silvio, le mot de la fin? Moi, j'espère pour eux qu'ils seront dans les 4 premiers, mais je les vois 5e. Ben voilà, en tout cas pour cette partie très intéressante, vraiment sur l'Union Saint-Gilloise. Et quelque chose me dit, et ce n'est pas Thomas que j'ai dans l'oreillette, mais quelque chose me dit qu'on va reparler de l'Union dans ce podcast, dans cette émission, et on vous le souhaite. Guillaume, merci d'être venu. Avec grand plaisir, merci à vous. C'est l'heure des changements, puisque Mario Inorato va vous remplacer dans quelques instants, puisque oui, on passe sur la thématique internationale, on va parler de la vieille dame qui va mal. Mais avant de débattre autour de la Juve, le top 3 du week-end de dos Diable Rouge. Alors, il y a eu du bon, du moins bon, du moins bon. Mario, qu'on est très heureux d'avoir avec nous. Merci. Ton top 3 du week-end. Alors, mon top 3, Alexis Saelemaekers. Excellente prestation avec le Milan AC. De Bruyne, un retour au premier plan. City qui va s'imposer à Chelsea quand même, c'est un très bon résultat. Et Jason Denayer, parce qu'il est sorti blessé. Et là, au niveau du top 3, je le mets dedans parce que va-t-on le récupérer pour la Nation League? On sait, c'est un défenseur. Et il n'y a quand même pas pléthore dans ce domaine pour Roberto Martinez. Donc là, je suis un peu inquiet pour Jason Denayer. Oui, on rappelle que dans quelques jours, il y aura un petit match. Belgique-France. Que Boyata est blessé aussi. Pas de Denayer. Comment va-t-on jouer derrière? On croise les doigts, mais vu sa blessure, c'est quand même pas bon signe et pas bien parti du tout. Je crois qu'il faut attendre quelques heures, quelques jours pour avoir un diagnostic exact. Mais c'est vrai qu'au moment où il sort du terrain, je ne suis pas optimiste aujourd'hui. Saelemaekers, De Bruyne et Denayer. Voilà pour le top 3 de Mario Inorato. Marco, on n'a que des hauts ici. Il y a Mario, il y a Silvio, il y a Marco désormais. Ouais, s'il y a bien un joueur qui veut prendre sa revanche sur la France, c'est bien Thibaut Courtois. Et moi, je le mets dedans parce qu'il a encore fait quelques arrêts, dont un exceptionnel. Silvio ne dira pas le contraire. On n'a pas l'embarras du choix, hein. Ils n'ont pas été. C'était pas le week-end le plus prolifique, c'est vrai. Oui, non. Donc De Bruyne, je maintiens parce que là, on est quand même à un haut niveau. Et puis bientôt, il y a le PSG. Et j'aimerais bien qu'il aille faire quelque chose là-bas aussi. Et alors, je ne suis pas du tout objectif, mais Saelemaekers. Franchement, moi, l'assist qu'il met là. Parce qu'on dit, oui, assist Saelemaekers. Non, regardez l'assist qu'il met. Il est beau. Très, très bon, Alexis Saelemaekers, depuis le début de la saison. Castillero, qui jouait à sa place avant qu'il n'arrive, n'a presque plus droit au chapitre. Silvio, le top 3, c'est maintenant. Moi, ça va faire copieur sur Marc, mais non, Courtois, pour moi, qui a encore sauvé son équipe. La pieuvre.
Ouais, le mur. il est extraordinaire. Il a un niveau de régularité qui est, pour son âge, extraordinaire. En deuxième place, je vais mettre Salamakers parce que... Ah oui, vous copiez vraiment en fait. Oui, mais copier, oui et non, parce qu'on n'a pas vraiment l'embarras du choix non plus. On n'a pas énormément de joueurs qui ont fait des choses extraordinaires ce week-end. Bon, on ne peut pas l'avoir non plus chaque week-end. Hein. Et par son jeu actuel, mais aussi sa façon qu'il a eue, la vitesse qui s'est adaptée en fait, au football italien. Il est arrivé d'Anderlecht où il jouait moins, où il jouait quasiment pas. Et là, directement, il a explosé. Et le troisième, je vais mettre De Bruyne, parce que voilà, il revient de blessure, il revient petit à petit à son niveau, et on en a besoin en équipe nationale. On a besoin d'un grand De Bruyne en équipe nationale. On en parlera dans quelques jours hein, dans Eleven Insiders, j'en suis persuadé, avec Alexis Salomakers qui nous fera le plaisir de venir. C'est ça qui est sympa avec lui aussi. Un petit coup de fil, il débarque. Ça il faut lui laisser. Il n'a pas la grosse tête. C'est assez simple. Il est simple. Moi, j'aime bien ce gars-là. Mais je pense que vous n'êtes pas les seuls, messieurs, honnêtement. La Juve va un peu moins bien en ce début de saison, même si elle reste sur un 6/6, des points qu'elle a été chercher dans la douleur. Petit refresh de ce qui s'est passé depuis le début de la saison avec la vieille dame. Wojciech Szczesny, attention la prise de risque là de la part du portier polonais, ça revient dans les pieds et l'égalisation de Gérard Deulofeu. Bandinelli, service en retrait, c'est pas mal. Ouais, il peut frapper, c'est contré, ça va être but, ça oui. C'est au fond. Mancuso qui ouvre la marque pour Empoli. Le coup de coin. Oh, catastrophe de la part de Moïse Kean, qui a voulu, je pense, remettre ce ballon à Szczesny et qui se trouve là-bas pour terminer le travail, c'est Koulibaly. Et ballon au premier. Oh, c'est pas mal, c'est but ça. Avec la déviation de la tête, Ante Rebic. La Juventus avec 2 points sur 12, c'est largement insuffisant. On sent vraiment qu'ils sont dans le dur pour le moment. Paulo Dybala qui doit céder sa place, 20 minutes. Et en larmes, l'Argentin. Kulusevski, voilà, Locatelli. Manuel Locatelli. La Juve pousse un ouf de soulagement. Première victoire à domicile de la saison. Deuxième victoire consécutive en Serie A. Ben oui, Mario le disait, 2 points sur 12, ça a un petit peu évolué. Ça fait 8 sur 18 pour l'instant pour la Juve. Et cette question, pour lancer le débat, la vieille dame vous excite-t-elle encore, messieurs? Silvio. Honnêtement, non. Et ça fait pas, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. La Juventus de Sarri était horrible à voir. Hein. Faut être honnête. Moi, c'est pas une équipe qui me... Autant l'année passée, l'Inter. Moi, j'adorais regarder l'Inter. Que cette année-ci, j'adore regarder l'AC Milan. Mais elle n'est pas morte, hein, parce que les grandes équipes revivent toujours. Mais quand tu vois les images, elles sont cruelles, hein, les images qu'on vient de revoir là maintenant, parce que, allez, moi, ça fait quand même 30 ans que je suis dans ce métier, j'ai jamais vu la Juve encaisser des buts comme elle a encaissé là. Attends, et t'as 2 champions du monde derrière quand même. Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est des choses... Tu vois, comme Messi quittait Barcelone, je pensais pas que ça pouvait exister. La Juve encaisser des buts comme ça, non plus. Mario, encore excité par ce que propose la Juve? Cette saison, non. Même la saison dernière, oui. La saison dernière, plus. Parce que je pense qu'il y avait un vrai plan de jeu. On essaie de vraiment reconstruire, mais on n'a pas vraiment laissé le temps à Pirlo. Et dans une moindre mesure, à Maurizio Sarri, même chose. Donc en fait, je ne comprends plus en fait la Juventus. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Les dirigeants, qui sont quand même des dirigeants d'expérience, bien, ils ont Allegri, c'est vrai, c'est 5 titres. Entre 2014 et 2019. Entre 2014 et 2019, c'est 5 titres consécutifs, c'est 2 finales de Ligue des Champions et c'est 3 Coupes d'Italie. Donc je pense que les résultats sont là. Il y a les investissements derrière, mais les résultats sont là. Et les dirigeants disent, on change de cap, on veut maintenant des résultats et du jeu, voire même du jeu et des résultats. Donc ils inversent un peu la tendance. C'est un secret de Polichinelle. Ils vont sur Guardiola, qui dit non, et ils cherchent un entraîneur-joueur. Et ils prennent Sarri. Et ils prennent Sarri parce que Sarri est un entraîneur-joueur. On le sait, construction de l'arrière, des grands principes de jeu. Mais ils s'aperçoivent, malgré le titre, que ça ne correspond pas à ce qu'ils cherchent parce que énormément de problèmes dans le vestiaire. Donc encore une fois, ils rechangent après une année un entraîneur qui a 3 ans de contrat dans une situation économique difficile. Et ils vont chez Pirlo. Pirlo qu'ils ont à la maison. Et qui avait signé quelques jours avant avec pour les U23. Donc encore une fois, même chose, le même scénario. Ils vont encore sur Guardiola,
qui, à mon avis, les laisse espérer. Et puis ils vont chez Pirlo. Et chez Pirlo, au départ, ça se passe très bien. Si on se rappelle, le début de saison dernière, très bien. Dans le jeu, c'était pas mal du tout, des bons résultats. Et puis en fait, dans les moments cruciaux, notamment en Ligue des Champions, il est éliminé par Porto. Et c'est un peu ce qui a fait que tous les entraîneurs de la Juve n'ont pas résisté. Allegri, après une élimination, on se rappelle, en Ligue des Champions, compliquée. Il a été éliminé, je pense, par l'Ajax d'Amsterdam. Et puis Sarri a été éliminé par Lyon et Pirlo par Porto. J'ai envie de dire que ces 3 éliminations ont chaque fois fait changer les dirigeants de cap. Et puis vous revenez sur Allegri, mais je pense qu'en 3 ans, il n'a pas changé diamétralement son approche. Donc c'est les résultats d'abord, mais aujourd'hui les résultats ne sont même pas là. Et ça, c'est grave. On a l'impression qu'il se cherche. Est-ce que vous comprenez, Silvio, Marc, ce qui se passe dans la tête des dirigeants de la Juve? Moi, j'ai l'impression que cette vieille dame, elle en a marre d'être vieille, elle voulait un petit peu se moderniser, elle a fait un peu trop d'injections de Botox, n'importe comment, ou des liposuctions qui ne servaient à rien. Elle a renié, en fait, son ADN. Quand tu es une équipe comme la Juve, alors je veux bien que son football est embêtant, mais quand tu gagnes, il est plus embêtant parce que tu fais la fête. Moi, je trouve qu'à vouloir être trop belle, quand on a quelques rides, il faut les accepter, les rides. Et là, moi, ce qui m'étonne, Mario, c'est qu'en général, les dirigeants de la Juve étaient quand même catalogués comme des mecs, des connaisseurs. Des visionnaires. Des visionnaires, voilà. En Italie, il y avait la Juve, puis il y a le reste. Là, maintenant, il y a le reste, et puis il y a la Juve. Tout à fait. Et surtout, les dirigeants de la Juve, ils sont connus aussi pour vraiment agir en connaisseurs. Voilà. Et au niveau émotion, on se rappelle, Del Piero qui veut rester, on lui annonce tout doucement la fin de sa carrière, la porte de sortie. Buffon, même chose. Donc en général, ce sont des gens assez froids, à la différence des dirigeants romains qui ont prolongé Totti encore et encore. Donc c'est vraiment différent, c'est une approche différente. Et aujourd'hui, on voit qu'ils réagissent avec les émotions, parce qu'on n'a pas laissé le temps ni à Sarri, ni à Pirlo. Et on revient sur de l'ancien. Donc aujourd'hui, clairement, les dirigeants de la Juve, pour moi, le message, c'est gagner coûte que coûte. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre quand même, à un moment donné, on gagne des titres, on les enchaîne. Est-ce que ce n'est pas humain de se dire, bon, on se lasse un petit peu, on a envie d'avoir du beau football. Et donc, on a envie de changer et on prend des risques. Est-ce qu'ils ont de l'argent encore? Parce qu'avant, la Juve, elle claquait du pognon. Ronaldo, voilà, c'était... Là, maintenant, tu as l'impression que c'est... Quand tu regardes l'équipe... Attention, ils font pas un mauvais match hier. Hein. Ils gagnent in extremis, mais ils font un bon début de rencontre. Mais t'as plus vraiment de grandes stars, je trouve. Avant, t'avais quand même, un joueur, la méga star, et puis il y avait des petites stars. Là, maintenant... Mais qui mène la Juve aujourd'hui? Est-ce que c'est Paulo Dybala? Il n'y a plus que Dybala. Qui s'est blessé? Et il y a qui maintenant? Et c'est la question. Qui est là pour tirer la Juve vers le haut? Lui qui va devoir prendre un rôle et même qui n'est peut-être pas le sien. Dybala, c'est la grande star de la Juve. C'est un super joueur. Ils n'ont plus que lui. Oui, mais est-ce que c'est la grande star? Mario? Aujourd'hui, clairement, la Juventus aurait encore plus besoin d'une grande star. Pourquoi? Parce que le jeu d'Allegri, il est basé là-dessus. Une grosse organisation et puis les individualités qui font la différence. Je me souviens encore dans la saison 2018-2019, je les ai suivis, on était en Italie, Silvio était là aussi, c'était souvent les attaquants qui faisaient la différence et on se basait sur une organisation sans faille. Hier, dans une moindre mesure, au début du match, Dybala fait la différence. Aujourd'hui, je suis très inquiet. Dybala est sorti blessé. Moi, je pense mais la Juve avait sa star avec Cristiano Ronaldo. Pourquoi cette star est-elle partie? Il a peut-être vu que ça allait mal tourner. Hein. Aussi, on sait bien pourquoi Ronaldo est allé jouer à la Juve. Hein. Pour moi, il y a 2 raisons pourquoi Ronaldo est arrivé à la Juve. La première, et je pense, c'est son portefeuille. Parce qu'il y a un système fiscal en Italie qui dit que tous les revenus étrangers, quand tu es un nouveau résident, tu payes 100 000 € de taxes dessus. En faisant ça, Ronaldo il a gagné 30 millions d'euros. Quelle que soit la somme que tu gagnes. Des revenus étrangers à l'Italie. Oh, purée. Donc Ronaldo, grâce à ça, il a gagné 30 millions. Et la deuxième, 30 millions d'euros. En ayant un plus petit salaire qu'à Madrid. Et la deuxième, c'est qu'il voulait essayer de gagner la Ligue des Champions avec la Juventus. Mais bon, avec l'équipe que la Juventus a, tu ne sais pas gagner la Ligue des Champions, je suis désolé. Et on parle de Ronaldo, mais le dernier titre que la Juve a gagné, c'est Dybala qui l'a fait gagner. Moi, je me souviens parce qu'on était deuxième à 1 point de la Juve quand on a eu l'arrêt avec le Covid. Et quand le championnat a enfin repris,
Dybala, il marquait un but à la 92e minute, un autre, une frappe, tu ne savais pas d'où la balle. Et c'est lui qui faisait la différence. Et puis Ronaldo, c'est vrai qu'il attire, la star attire toujours des défenseurs. Et maintenant qu'il n'y a plus... la Juve fait beaucoup moins peur aussi maintenant en Italie, Mario. Si je peux me tromper, tu joues contre Milan, tu as plus peur que quand tu joues contre la Juve. C'est Milan, tu as encore Zlatan, tu as Rebic, tu as Leao, tu as des stars. Quoi. Et que là, tu te dis... Ouais, okay. Et que faire pour changer ça ? Comment la Juve, aujourd'hui, quelle direction doit-elle prendre pour aller mieux ? Aujourd'hui, le gros problème, et ça a été le problème de l'Inter de Milan, c'est pouvoir transférer des grands joueurs. Ils ont transféré Ronaldo, ils ont transféré De Ligt à l'époque, mais vous avez dit les sommes, plus de 100 millions pour Ronaldo. Aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de faire ça. Donc aujourd'hui, il faut employer une autre stratégie. Est-ce que Allegri va être capable de changer sa philosophie et sa stratégie ? On a vu, il a beaucoup tâtonné au début de saison. Il a même mis Rabiot à gauche. Et puis, ils ont, pour moi, des bons joueurs en devenir, peut-être des stars en devenir. Je continue à penser que Kulusevski est un excellent joueur. Mais voilà, il est né en 2000 et jouer à Parme, ce n'est pas jouer à la Juve. Le maillot est beaucoup plus lourd, il y a une tradition, on est plus exigeant. Chiesa, même chose, mais Chiesa à la Fiorentina avait fait aussi quelques bons matchs. Mais ici, dès qu'il fait un moins bon match, il est tout de suite épinglé par son entraîneur, par le public, par la presse. Et ce sera la même chose pour Locatelli. Donc je crois que quand on est la Juventus de Turin, aujourd'hui, la solution, c'est certainement d'aller rechercher 1 ou 2 joueurs qui vont catalyser l'attention sur eux, et certainement dans le secteur offensif. Silvio ? Oui, aujourd'hui aussi, la Juve, Mario, ils n'ont plus un Khedira qui fait que courir pour toutes les stars. Ils n'ont plus un Blaise Matuidi qui fait que courir aussi. Il y a ce type de joueur, tu n'en as plus. Donc je pense que la direction, maintenant, de dire voilà, ok, on est dans une période de transition, comme on a entendu ici en Belgique. On va peut-être pas gagner pendant X temps, il faut nous laisser un petit peu de temps et on redeviendra. Voilà, ouais, on redeviendra l'équipe qu'on était. Mais si chaque année il change d'entraîneur, après Allegri, qu'est-ce qu'il a eu comme renfort cette année-ci ? C'est tous des joueurs en prêt. Mais qu'est-ce qu'il peut faire avec cette équipe-là ? La Juve qui est 9e, à 10 points déjà de Naples, à 8 de l'AC Milan. En Italie les écarts, pour le même nombre d'unités d'écart en Italie et en Belgique, c'est pas la même chose. Hein. Quand tu as 10 points en Italie, c'est pas 10 points. La Juve n'a pas gagné un de ses 4 premiers matchs, c'était pas arrivé depuis 60 ans. Et au niveau de la défense, là je voudrais quand même vous entendre. Ça fait 19 matchs consécutifs que la Juve encaisse. Ce n'était plus arrivé depuis... On ne sait même plus quand. On n'était pas nés. Aucun de nous n'était né. Non. Vous parliez tout à l'heure de Bonucci, 34 ans, de Chiellini, 37. Et là, paradoxalement, ils ont de bons joueurs. Ils ont des joueurs de classe mondiale dans ce secteur-là, et malgré tout, ils encaissent. Des erreurs individuelles, certainement au niveau du gardien. Maintenant, Silvio en parlera mieux que moi, mais aujourd'hui, Szczesny fait des erreurs. C'est presque impardonnable à ce niveau-là. Et ça vous coûte chaque fois des points. Ouais. Donc là, l'ombre de Buffon est toujours, bien présente. Il n'y a pas que Buffon. Hein. Vous savez, ici, ce mercato, on a parlé de Donnarumma. Hein. Champion avec l'équipe nationale italienne. Et quand tu es gardien de but, tu te dis, ouais, pourquoi on veut me remplacer ? Tu doutes un petit peu. Mais Szczesny, son début de championnat, il fait perdre 2 points à la Juventus à Udine, parce que premier, il fait un penalty alors qu'il n'y a pas raison. Il mène 0-2. Et puis, il offre un but. À Napoli, il n'est pas exempt de tout reproche non plus. L'AC Milan, je dois dire qu'il sauve le match. Il sauve le match, il fait une parade extraordinaire, mais il n'a pas aujourd'hui le niveau d'un Buffon, d'un gardien de la Juventus qui gagne des points pour son équipe. Il en fait plus perdre qu'il en fait gagner. Donc, il y a chaque secteur de jeu, tu vois que le bas blesse. Hein. Il n'y a pas rien que la défense, il y a l'attaque. C'est un tout qui fait qu'aujourd'hui, pour l'instant, la Juventus n'est pas dans... Ce qu'il y a aussi, je trouve, c'est qu'au niveau du scouting et du recrutement, quand je vois l'exemple de Vinicius, par exemple, tu vois, ils vont le chercher pour quelques dizaines de millions d'euros là-dedans. Ils le laissent grandir. Il a 21-22 ans maintenant. C'est une star. Quel est le dernier grand joueur que la Juve est allé chercher, a fait grandir en se disant, tiens, on va en faire une star ? Parce que Vinicius, ça va être une star. Kulusevski peut-être aussi. Mais quel est le grand joueur qui peut, là, maintenant ? Ils ont voulu Chiesa. Ça, je suis bien placé pour en parler parce qu'ils le voulaient depuis l'année avant. Et lui voulait la Juventus. Et ils ont beaucoup investi sur Chiesa. Mais il est certain que leur dernier gros transfert, Arthur, il ne répond pas. Pour plus de 70 millions, il ne répond pas aux attentes. Oui. Donc, et ça, avant, tu avais moins de déchets, je trouve, dans les transferts de la Juve. Et dans une moindre mesure, De Ligt, même chose. On parle de l'arrière-garde, mais l'arrière-garde est vieillissante. On le sait, Bonucci et Chiellini, ils ne vont pas pouvoir continuer à jouer 2 fois semaine, 3 fois semaine, plus l'équipe nationale. Et là, on comptait beaucoup sur De Ligt. Et on voit, De Ligt, à la fin...
il est un peu moins solide que ce que l'on pensait. Il veut jouer différemment. En fait, De Ligt veut jouer beaucoup plus haut. Il veut défendre en avançant. Et Chiellini et Bonucci, plus trop. Et c'est une réalité. Donc aujourd'hui, moi, je peux vous dire que si Pirlo était resté, Chiellini et Bonucci, ça allait être très compliqué. C'était plutôt Romero, Demiral et De Ligt. Jouer en avançant et aller plus haut dans le terrain, laisser de l'espace dans le dos. Aujourd'hui, ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, derrière, on se cherche un peu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Pirlo ne serait pas resté. Parce que si vous le savez, la direction le savait peut-être. Tout à fait, oui. Moi, je pense que l'une des raisons pour laquelle Pirlo n'est pas resté, c'est parce que certains cadres du vestiaire ne voulaient certainement plus de Pirlo. Mais le retour d'Allegri, pour toi, c'est une erreur de casting, alors? Où ils sont allés le chercher parce qu'ils n'avaient rien d'autre? Moi, je pense que c'est plus ça. Hein. Oui, ils sont allés chercher parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Un aveu de faiblesse. Et il connaît le club. Oui. Il connaît le club, il connaît les joueurs. Et je suis persuadé, Allegri, c'est un 400 matchs en Serie A hier. Il est très intelligent. Et il a parlé avant avec les joueurs. Et dans les joueurs avec lesquels il a parlé, je ne serais pas étonné, mon petit doigt me dit, Chiellini, Bonucci, c'est 2 parmi lesquels. Donc là, voilà, il leur a donné aussi certaines garanties. Pirlo, c'était clair et net. Il voulait jouer plus haut dans le terrain, aller presser l'adversaire, donc de l'espace dans votre dos. Et ça, bien, c'est logique. Les joueurs de plus de 35 ans, ils sont un peu moins à l'aise. Oui. Donc voilà, on le savait. Et De Ligt faisait partie des plans de Pirlo et Romero faisait aussi partie des plans de Pirlo. Une victoire en Ligue des Champions est tout oublié. Hein, si la Juve va chercher le titre, c'est peut-être l'année où on n'en parle pas qu'ils vont le faire. Évidemment, je vois votre tête, Silvio. Honnêtement, je vois la tête de Marc. Non, mais honnêtement, ils n'ont pas l'équipe pour gagner la Ligue des Champions. Mais... Ni pour être champion d'Italie. Ni pour être champion d'Italie. Mais moi, pour sortir de leur groupe quand même. Mais moi, oui, avec Malmö, le Zénith, on le rappelle, et Chelsea. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que début de saison, Mario, on connaît un petit peu le football italien. Qu'est-ce que la Juve représente en Italie? On entend que Zaniolo, ils sont sur Zaniolo. De la Roma. Oui, de la Roma. Mais ils doivent vendre 2 joueurs pour pouvoir prendre Zaniolo. C'est que financièrement, ils sont super mal. Hein. Le Covid le transfert de Ronaldo les a mal mis, ça c'est sûr, parce que ça n'a pas été rentabilisé comme ils voulaient, dû au Covid aussi, parce que voilà, les stades, la Juve, c'était tout le temps plein. Ils ont perdu énormément d'argent à cause de ça. Mais c'est pas normal qu'un club comme la Juve, aujourd'hui, ne peut pas s'acheter un joueur qui veut vraiment... Tu dois céder 2 joueurs. Ils ne sont pas les seuls. Hein, j'allais le dire. Non, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les grandes équipes mondiales? Non, mais le Covid, il a quand même foutu le bordel dans beaucoup de choses. Surtout dans les équipes qui n'ont pas pu avoir une gestion à court terme. Le Bayern, il n'a pas de problème. Hein. Voilà. Pourquoi le Real, il n'a pas de problème. Je veux dire, alors, tu as le Barça, tu as la Juve, donc tu vois. Puis, n'oublie pas non plus que tu as les mecs qui ont voulu avoir leur petite chasse gardée de 12 clubs les plus riches là-bas. On va pas avoir beaucoup Super de League. Ah ben oui, ouais. Moi, s'ils ont des emmerdes, je dis, t'as voulu faire le malin, t'es tombé dans le ravin. Ah ben, voilà, vous faites référence à Agnelli. Oui. Mais il l'a voulu pourquoi, la Super League? C'est parce qu'il veut de l'argent. Voilà, exactement. C'est comme ça qu'il peut gagner de l'argent. Oui, mais c'est là que tu commences à comprendre qu'ils voulaient ce truc fermé parce qu'ils pensaient à eux. Exactement. Et rien qu'à eux. Ben non, peut-être. Et là, quand ça a foiré, là, ils se sont dit, oh purée, là, on est dans la merde. Ben, ils y sont. Ils ont été fragilisés. Les dirigeants de la Juventus ont été fragilisés. Parce qu'au-dessus de Andrea Agnelli, il y a la famille Agnelli. Lui n'est pas naturellement le numéro 1 du groupe Exos Fiat. Donc, au-dessus de lui, on lui a réitéré la confiance, mais ce n'est plus 100%. Donc, lui aussi, maintenant, il doit rendre des comptes. Donc, c'est sûr, mais pour rebondir sur ce que Silvio disait, Donnarumma, qui est part pour 0 €, ne peut jamais échapper à un club comme la Juventus. Dans le passé, ça n'échappe jamais à la Juventus. Axel Witsel, qui doit la Juventus, je pense que Dortmund l'aurait laissé partir pour entre 5 et 10 millions, on va dire. Et on lui sonne pour dire, oui, mais il faut d'abord vendre. Voilà, un joueur comme Axel Witsel aurait peut-être été très utile aujourd'hui dans une... Agnelli est là depuis 2010, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il est temps, c'est ma question, qu'il laisse sa place? Oui, mais ça veut dire, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? C'est pas en vendant plus de Fiat Punto qu'ils vont pouvoir acheter Witsel. Non, mais moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Non, c'est vrai, mais il vaut mieux vendre des Ferrari, hein, ça, c'est vrai. Mais, ce sont des visionnaires en Italie. Ça, il faut leur laisser. Le stade, Silvio le dira mieux que moi, quand vous allez dans tous les stades d'Italie, à commencer par celui de Florence, c'est vieillot. La Juventus, c'est un stade à l'anglaise, c'est nouveau, ils ont investi, leur stade leur appartient. Ouais, donc, ce sont des visionnaires, c'est top. Mais aujourd'hui, c'est sûr que
Vous savez, la famille Agnelli, ils sont très riches. Mais combien veulent-ils mettre dans le club? C'est toujours là la question. Tout le monde a un peu souffert de cette crise du Covid. Et la Juventus, sans son public, sans le merchandising, sans toutes les actions publicitaires en Italie, la Juventus, c'est un brand qui se vend très très bien. Mais aujourd'hui, ils ont peut-être souffert un peu plus que les autres. Et comme tous les autres, maintenant, ils vont devoir regarder un peu plus à leurs dépenses. Mais dans le top 4 quand même, moi c'est ça qui... Parce que la Juve hors du top 4, je pense que oui. Ah ben, tu vois, mais ça, oui, en dehors du top 4. Non, dans le top 4. Dans le top 4. Dans le top 4. Dans le top 4. Silvio. Bon, on va faire le calcul tout de suite. L'Inter, pour moi, le sera. L'AC Milan le sera. Napoli, comme il joue pour l'instant, le sera. Mais il reste une 4e place pour la Juve, pour la AS Rome. Ou la Fiorentina, qui pour l'instant, Mario, vous y avez été... Elle est séduisante. Pour l'instant, elle est séduisante, mais encore une fois, ce sont des équipes qui se basent quand même sur 1 ou 2 joueurs un peu plus jeunes. Donc il faut voir dans les moments cruciaux, vous savez, Dybala et Morata, devant, ils sont habitués à ce genre de moments. On l'a vu l'an dernier. À un moment donné, il y a des équipes qui ont un peu craqué. Et la Juventus, en général, Silvio le sait, parce que moi, je reste persuadé que la Lazio, au moment de l'arrêt du Covid, ils sont devant. Moi, je me dis, ils vont être champions. Mais là, au moment décisif, du côté de la Juventus, il y a un peu plus de métier. Le métier derrière, le métier devant, un peu dans toutes les lignes. Il y a du métier. Ce sont des joueurs qui ont déjà été champions à plusieurs reprises. Et je pense qu'en fin de saison, ça vaut quelques points. C'est peut-être les quelques points qui vont leur permettre d'être dans le top 4. Silvio. On était devant notre télé. Hein. On savait en fait que le championnat allait être arrêté. Donc, parce nous, on devait jouer à Bergamo, à l'Atalanta, ce match-là, où l'Inter perd à la Juve. Ouais. Et on se dit, si le championnat est arrêté et qu'on ne reprend plus, on peut être champion. Et la Juve gagne ce match-là, il gagne et il passe 1 point au-dessus de nous. Et là, on se dit, c'est dommage, on ne sera pas champion à cause de ça. Parce qu'après, il y a eu le Covid, eux, ils ont été fournis, les joueurs ont reçu des tapis roulants à la maison, des vélos. Nos joueurs de la Lazio, on ne pouvait pas sortir de chez nous parce que même pour aller courir, pour t'entraîner, tu ne pouvais pas. À un certain moment, moi j'ai entendu que l'Atalanta était resté à Retiro, donc ils étaient tous ensemble, ils continuaient de s'entraîner entre eux. Il y a eu des différences. Et l'Atalanta, cette année-ci, il faut faire attention parce qu'ils sont mal partis. Mais tu sais bien, Gasperini, c'est un entraîneur il se passe toujours quelque chose. Donc l'Atalanta, il ne faut pas l'oublier pour la 4e place aussi. Bon, donc ça va être très très chaud. Ouais, on en arrive à l'heure des conclusions. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la Juve, oui ou non? Silvio? Claire, oui. Marc? Oui, moi aussi. Mais juste petit rappel. Oui, mais allez-y. C'est pas mal ce qu'il a dit sur la gestion du Covid, comment les clubs ont géré ça, avec des tapis qu'on donnait aux joueurs, d'autres qu'on gardait dans une espèce de caserne, et d'autres, il n'y avait rien. Nous, on a eu ça. C'est quand même... Allez, toi, comme préparateur physique, c'est incroyable. Mais chaque club l'a géré C'est une situation nouvelle. Donc, chaque club, chaque préparateur, chaque staff... Et tout ça sous le couvert du staff médical. Parce que la première des choses, c'était respecter le protocole médical. Donc, pas sortir. Il y avait énormément de restrictions en Italie. Et puis, oui, c'est vrai que chaque club l'a géré selon ses moyens. Et là, au niveau de la Juventus de Turin, l'Atalanta, tout le monde s'est réuni. Là, ils en avaient encore les moyens, la Juve, alors, là, à ce moment-là. Mais je pense qu'ils sont partis les moyens. Encore. Hein, entendons-nous bien, ça reste un club. Vous savez, ils disent qu'il y a des problèmes financiers. Et puis, ils prennent Allegri, je pense que c'est 9 millions par an pendant 4 ans. Donc, les problèmes financiers, lorsque vous aviez Pirlo, qui, je pense que c'était 2 millions, 2 millions et demi. Donc, je veux dire, de l'argent pour ceux qui veulent, ils en ont encore. Ouais. Marc Silvio était inquiet pour la Juve. Et vous, Mario, en conclusion? La Juve est un peu moins forte que ces dernières années. Inquiet, oui ou non? Oui, parce que pour le jeu d'Allegri, il fallait et il faut des joueurs qui savent faire la différence devant. Ronaldo en était un, Dybala en est un, mais c'est trop peu. Il en faut d'autres. Avant, un petit cadeau. Ah oui, l'art de teaser pour rester jusqu'à la fin de cet Eleven Insiders. Petite question bonus, qui va être champion en fait en Italie cette saison? Vous voyez qui? On a parlé du top 4, mais l'équipe qui, pour vous, sera sacrée. Mario. Naples. Naples qui, pour l'instant, a 18 sur 18. Marc? Moi, toujours dans ma subjectivité, pour ça, le match. L'AC Milan. Ouais, le Milan AC. Silvio? Moi, j'espère que l'Inter va être champion pour Inzaghi. Parce que c'est un des entraîneurs que j'ai eu le plus de sympathie un des entraîneurs que j'ai eu le plus de sympathie au cours de ma carrière. Et ce serait chouette qu'il prouve que aussi il a le niveau d'entraîner une grande équipe. Et j'espère pour lui que ça va bien se passer. Et on va avoir un championnat serré. On a 3 avis qui sont là différents. C'est un championnat serré. Mais c'est très bien. Oui. Bon, on n'avait pas de maillot de la Juve à vous faire gagner. On a par contre un maillot du Barça. Et je vous assure que c'est le tout nouveau. Il n'est pas floqué Messi, forcément. Vous allez sur la chaîne YouTube d'Eleven Sport
Vous allez voir cette émission, Eleven Insiders, et vous nous dites qui va remporter le match entre l'Atlético et le Barça. Vous nous dites ça dans les commentaires. Et ce maillot-là, je le mets précieusement là dans mon sac. Il sera peut-être pour vous. Donc voilà, à vous de jouer. Et je sais que Marc va aller jouer. Donc faites-le aussi. Ne le laissez pas gagner. Bien sûr. J'ai pas le nouveau. Tu parles que je vais jouer. Attends. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Marc, le programme pour vous? Ouf, le programme, il y a demain à Paris. Manchester. Ouais. Là, enfin le départ du PSG, parce que là pour l'instant ça bredouille un petit peu. Et puis la Pro League ce week-end, vous êtes sur quel match? La Pro League, alors Malines Standard, Louvain-Berscott et le Topper. On lui a tout mis, Marc, ce week-end. On espère que l'arbitrage sera au top, niveau hors-jeu, etc. C'est la toute petite parenthèse de fin d'émission. On voulait quand même l'aborder. Il y a la ligne des hors-jeux 3D qui va être validée normalement après la trêve internationale. Donc ça, c'est quand même une grande nouvelle. Après ce qui s'est passé notamment à Anderlecht hier et ce hors-jeu de Rafaelov, il y avait déjà eu un cas similaire au Standard avec Kamala, on s'en souvient. Et puis, il y a eu des phases d'arbitrage cette semaine, Marc. Voilà, c'est un peu votre coup de gueule. Des pénaltys concédés, ou accordés pour des... Allez revoir le premier pénalty raté par Onuachu à Genk Serein. Je ne comprends toujours pas comment il a pu être accordé. Et puis le beau petit plongeon de Dompé aussi dans le Vlasico entre Zult et Courtrai. Oui, voilà, mais on peut se tromper. Je dis, voilà, je ne prétends pas avoir complètement raison, mais après avoir revu ces phases-là, je ne comprends toujours pas comment on a donné 2 pénaltys. Silvio, Mario, pas de coup de gueule, c'est le moment. C'est les 2 dernières minutes, c'est les moments coup de gueule, tout va bien. J'en ai eu assez pendant ma carrière. Attends, moi je me demande quand même, parce qu'il a critiqué Buté. T'as jamais gueulé sur un de tes défenseurs? Je te mets au défi. Oui, mais je te mets au défi de contacter tous mes défenseurs et tu peux leur demander qu'à chaque erreur, je les encourageais. Parce que je me suis dit, ça ne sert à rien d'enfoncer quelqu'un qui est déjà dans le trou. Mais il m'énerve parce que j'étais en train de rewinder mon disque dur de tous les matchs que j'ai fait. Je dis, mais c'est vrai, il a jamais gueulé. Si, gueulé, oui, mais dans le sens où... Ouais, mais gueuler, tu vois... Vas-y, mais pas sur... Il a gueulé. Ouais, mais pas sur des erreurs. Attention, Marco, pas sur des erreurs. Non, pas sur des erreurs. Voilà. Je dois donner raison à Silvio. On a quand même travaillé ensemble pendant 4 saisons. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui pouvait pousser un coup de gueule, qui pouvait s'exprimer. Mais en général, vers un coéquipier dans la difficulté, il l'aidait toujours. Ils vont aller boire un café ensemble. La diaspora italienne. Non, il faut lui laisser. Il n'y a qu'avec les supporters du Standard qu'il était un petit peu... Tiens, vous allez gueuler pour qui? La Louvière ou Anderlecht en coupe? Oh, ça c'est trop difficile. Ça. Bah non, il faut... ça serait beau. Ce serait beau pour la Louvière s'ils pouvaient éliminer Anderlecht. Division 2 amateur, on le rappelle. Pour la région du centre. D'un autre côté, je pense qu'un trophée Anderlecht, ça leur ferait du bien aussi. Donc, ça va être difficile, allez. Il faut y aller maintenant. Ouais, il faut y aller. Allez, je vais dire... Bon, Marc, vas-y, dis-le pour moi. Le Sporting d'Anderlecht pour Silvio Proton, on l'a compris. Entre les lignes, c'est déjà la fin. Moi, j'ai envie de poursuivre le débat. On nous apporte un café et qu'on continue. On n'est pas bien là, messieurs. Mais on voit pas le temps passer, donc c'est toujours bon signe. Mais on revient lundi prochain. On sera là, bien sûr, pour Eleven Insiders. N'oubliez pas, le maillot du Barça a gagné. Vous allez commenter la vidéo sur YouTube. En commentaire, qui va gagner, le Barça ou l'Atlético? Allez voir ce que Marc fait comme pronostic. Généralement, il est dans le bon. Très bonne soirée et à lundi prochain. Ciao, ciao.